Bonjour à tous, bienvenue dans Histoires d'Extasie. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le domaine Larusso était de ces bâtiments qui semblaient murmurer la richesse dans chaque recoin, avec ses lustres scintillants, ses sols en marbre poli et ses escaliers sculptés dans de l'acajou importé. Mais sous ce lustre et cette opulence se cachait un vide glacial que même l'or ne pouvait combler. Dans ce manoir vivait une femme nommée Suzanne Larusso, un nom qui portait autrefois des rêves d'amour, de camaraderie et de famille. La plupart des matins, elle s'asseyait au bord de son lit, les mains serrées autour d'une tasse de thé toujours froide, le regard vide par les hautes fenêtres. Aux yeux du monde extérieur, elle incarnait la réussite, une belle épouse mariée à l'un des hommes les plus en vue et les plus puissants de la ville, Joshua Larusso. Mais derrière ces portes closes, elle vivait une solitude si profonde qu'elle pouvait l'étrangler. Joshua lui adressait à peine la parole. Lorsqu'il le faisait, ses paroles étaient sèches, dédaigneuses et teintées de dégoût. Il était clair que, quelle que soit la raison qui l'avait poussée à l'épouser, elle avait depuis longtemps perdu toute valeur à ses yeux. Suzanne avait grandi modestement, élevée par une mère veuve qui lui avait inculqué les valeurs d'humilité, de loyauté et d'endurance. Elle ne s'était jamais imaginée vivre dans un manoir ni porteur des robes de créateur, mais le destin l'avait tourné court lorsqu'elle avait rencontré Joshua au mariage d'un ami commun. Il était captivant, sûr de lui, bien habillé, avec une voix autoritaire et un sourire à faire fondre le fer. Elle fut immédiatement attirée par lui. À sa grande surprise, il la courtisa même lorsqu'elle doutait d'être son type. Il l'avait conquise avec ses dîners raffinés, ses cadeaux surprises et ses conversations nocturnes qui lui donnaient l'impression d'être vue. Lorsqu'il l'avait demandée en mariage, 8 mois seulement après leur première relation, Suzanne avait accepté avec une joie tremblante, persuadée d'avoir conquis le cœur d'un homme qui comprenait son âme. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle allait se marier et vivre une vie qui mettrait à l'épreuve toutes les valeurs qu'elle avait reçues. Leur mariage avait été grandiose, de ceux qui faisaient la une des magazines et déchaînaient les réseaux sociaux. Elle portait une robe à épaules dénudées qui scintillait comme de la poussière d'étoiles, et ses yeux étaient emplis d'espoir et d'amour. Joshua avait l'air majestueux à ses côtés, mais même là, on voyait qu'elle avait ignoré son manque d'enthousiasme, son regard distrait, ses vœux précipités. Mais Suzanne, absorbée par le conte de fées, l'écarta. « Il est tout simplement bouleversé », se dit-elle. « Les choses s'amélioreront une fois que nous serons seuls, une fois que le bruit se sera calmé. » Mais ce ne fut jamais le cas. Une fois la lune de miel terminée, la réalité la frappa violemment. Le Joshua aimant qu'elle avait connu s'éloigna. Il cessa de partager ses repas avec elle. Il passait des nuits loin de chez lui sans explication. Et pire encore, il la regardait comme une erreur irréparable. Chaque jour qui passait lui semblait un rejet silencieux, et Suzanne se surprenait à remettre en question sa valeur, ses choix et l'amour même qu'elle croyait recevoir. Pourtant, elle tenait bon. Suzanne n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle essaya de lui parler, de raviver l'étincelle qui existait autrefois. Mais Joshua resta émotionnellement absent. Il avait cessé de l'appeler par son nom, l'appelant simplement « vous » ou « elle ». Le personnel commença à imiter sa froideur, la saluant sèchement et évitant tout contact visuel. La vie de Suzanne se transforma en une succession de longues journées vides et de nuits arrosées de larmes. Mais elle est restée. Elle est restée parce qu'elle croyait au mariage, parce qu'elle pensait que l'amour exigeait des sacrifices, et parce que partir était un échec. Elle ignorait qu'au-delà des murs de cette grande demeure, une histoire bien différente l'attendait, une histoire où sa douleur la conduirait à une transformation inimaginable. Mais pour l'instant, elle restait l'épouse négligée de Joshua Larusso, prisonnière d'une vie qui semblait parfaite de loin, mais qui était pourtant vide de sens. Benita Simons entrait dans la demeure des Larusso comme si elle possédait l'air qui l'entourait. Chaque centimètre carré d'elle respirait l'assurance, de l'éclat brillant de ses talons de créateur au foulard en soie qui encadrait sa peau noire impeccable. Autrefois, Suzanne et Benita étaient inséparables, deux jeunes filles partageant rêves et secrets dans leur humble quartier. Suzanne avait introduit Benita dans son monde, la prenant pour une sœur, ignorant qu'elle s'immisçait dans la construction de son avenir. Benita souriait toujours, les dents serrées, chaque fois que Suzanne parlait de Joshua. Elle enviait Suzanne, sa présence calme, sa grâce tranquille, et surtout, l'homme qu'elle avait épousé.
Joshua était tout ce dont Benita avait toujours rêvé, puissant, riche, beau. Dès qu'elle le vit, elle fit un vœu silencieux. Suzanne ne méritait pas quelqu'un comme lui, elle le méritait. Et ce que Benita désirait, elle trouvait toujours un moyen de l'obtenir. Son infiltration dans leur mariage était calculée et lente. Au début, elle lui rendait visite de temps en temps, sous prétexte de prendre des nouvelles de sa meilleure amie. Elle apportait des cadeaux, racontait des blagues et complimentait Suzanne sur sa cuisine. Mais derrière chaque câlin se cachait un murmure, derrière chaque rire se cachait un plan. Joshua n'a pas mis longtemps à remarquer Benita. Elle savait parler aux hommes comme lui, leur parler d'ego, de séduction et de soumission. Là où Suzanne était douce et réservée, Benita était audacieuse et séductrice. Un soir, alors que Suzanne était partie à une soirée caritative, Benita arriva par hasard avec du vin, prétextant qu'elle pensait que Suzanne serait à la maison. Ce soir-là, la porte de la trahison s'ouvrit, et Joshua n'hésita pas à la franchir. Leur liaison commença dans l'ombre, mais ne resta pas cachée longtemps. Le personnel le remarqua, les chauffeurs chuchotèrent, et même les voisins commencèrent à parler. Mais Suzanne resta aveugle, choisissant la foi plutôt que la suspicion. Avec le temps, les visites de Benita devinrent plus fréquentes, ses tenues plus serrées, son parfum plus prononcé. Elle ne dissimulait plus sa présence dans la maison. Elle arpentait les couloirs telle une seconde épouse, donnant des instructions aux domestiques et critiquant les goûts de Suzanne en matière de décoration. Au début, Suzanne s'efforçait d'être patiente. Elle croyait que Benita traversait une épreuve, que cette audace dissimulait peut-être une souffrance. Mais bientôt, la vérité la frappa de plein fouet, au sens propre comme au sens figuré. Un jour, elle surprit Benita dans sa propre cuisine, vêtue d'une chemise de Joshua, sirotant un café et l'appelant « bébé ». Cette confrontation se termina en humiliation, Joshua défendant Benita et accusant Suzanne d'être paranoïaque et peu sûre d'elle. « Tu devrais être reconnaissante que je sois rentré, cracha-t-il. Suzanne, muette par le chagrin, se retira dans sa chambre et pleura jusqu'à ne plus sentir son visage. C'était le début de la fin, même si elle ne l'avait pas encore accepté. Benita savourait ce pouvoir. Il ne s'agissait plus d'amour ni même de désir, mais de conquête. Elle avait pris la place de Suzanne et elle voulait qu'elle le sache chaque jour. Elle se moquait de l'apparence de Suzanne, la qualifiant de démodée et sans vie. « Tu es comme un fantôme dans cette maison », ricana-t-elle un matin dans le couloir. Pas étonnant que Joshua ne te regarde pas. Chaque mot était un coup de poignard, et Suzanne l'encaissait avec une dignité tremblante. Mais en elle, quelque chose se brisait, lentement et douloureusement. La femme qui croyait autrefois à l'éternité, qui pensait que la loyauté suffisait, était ensevelie sous le poids de la trahison. Et pourtant, Suzanne n'a pas riposté. Elle n'a ni crié ni giflé. Elle a prié. Elle espérait. Elle attendait, ignorant que bientôt son monde s'effondrerait complètement, mais que de ses cendres surgirait quelque chose de plus grand que la vengeance. Le manoir Larusso, bien que grandiose et majestueux en apparence, n'était rien d'autre qu'une cage dorée pour Suzanne. Derrière ses hautes grilles de fer et ses piliers de marbre vivait une femme dont les jours étaient désormais rythmés par le silence, la suffocation et la honte. Alors que le reste du monde admirait sa position de Madame Larusso, l'heureuse épouse d'un riche homme d'affaires, Suzanne connaissait la vérité. Il n'y avait plus de chance, plus d'amour, et encore moins de dignité dans son titre. Les murs résonnaient de l'absence de chaleur. À chaque pas qu'elle faisait dans le couloir, elle était accueillie par le regard froid des domestiques qui avaient depuis longtemps cessé de la considérer comme la maîtresse de maison. Sa voix n'avait plus de poids. Ses demandes étaient ignorées ou à moitié satisfaites. Et Joshua, il la traitait comme une intruse dans sa propre maison, comme si sa simple existence était une gêne personnelle. Les blessures sur son cœur, bien qu'invisibles, étaient profondes et s'assombrissaient de jour en jour. Suzanne essayait de se battre pour son mariage, même si tout en elle lui disait qu'il était déjà perdu. Elle passait ses soirées à préparer ses plats préférés, dressant la table avec une précision pleine d'espoir, mais Joshua rentrait tard, généralement après minuit, souvent ivre, toujours indifférent. Les rares fois où ils se retrouvaient dans la même pièce, la conversation était un véritable champ de bataille. « Pourquoi es-tu encore là ?» murmurait-il sans lever les yeux de son téléphone. « Je ne supporte même pas ta présence. » Ces mots lui faisaient l'effet d'un coup dur, mais Suzanne ne le laissait jamais paraître. Elle s'excusait discrètement et se retirait dans leur chambre,
qui ressemblait plus à une cellule de prison qu'à un sanctuaire. Là, elle se blottissait sous les couvertures et pleurait en silence, ses sanglots étouffés par des oreillers qui avaient depuis longtemps perdu leur odeur réconfortante. Son oreiller était si souvent trempé qu'elle se demandait comment elle n'avait pas encore été submergée par son propre chagrin. Le pire, cependant, ce n'était pas Joshua, c'était Benita. Cette trahison la blessait profondément. Suzanne avait autrefois tout confié à Benita. Ses peurs, ses espoirs, les difficultés intimes de son mariage. Elle était convaincue que Benita était la seule personne qui la comprenait vraiment. Mais cette confiance avait été instrumentalisée. Benita était chez elle un jour sur deux, se pavanant en robe de soie, donnant des ordres et murmurant des injures juste assez fort pour que Suzanne les entende. « Il gémit mon nom maintenant », avait dit Benita un jour en voyant Suzanne passer. « Tu devrais peut-être essayer de le dire aussi, ça te redonnerait l'impression d'être en vie. » La cruauté était délibérée. Et Joshua ne la corrigeait jamais, dit-il en riant. Suzanne avait déjà essayé de signaler le harcèlement à Joshua, espérant qu'il demanderait à Benita de respecter ses limites. Au lieu de cela, il a rétorqué. « Si ça ne te plaît pas, pars. » Ce fut le jour où Suzanne cessa d'espérer des miracles. Quelque chose en elle commença à se durcir. Pourtant, elle resta. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elle n'avait pas encore trouvé comment partir. Elle n'avait plus d'économie, plus d'amis et aucune famille prête à l'aider. Sa mère était décédée des années auparavant, et son unique frère vivait à l'étranger, séparé de sa famille. Chaque fois qu'elle envisageait de fuir, la peur de se retrouver sans abri, la honte et l'inconnu la retenaient. Elle s'accrochait à la routine, arrosait les fleurs, pliait les chemises de Joshua, priait à minuit. Ces petits gestes l'aidaient à survivre un jour de plus. Mais l'humiliation n'était pas terminée. Chaque jour apportait une nouvelle insulte, une blessure plus profonde. Les violences psychologiques étaient si fréquentes qu'elles en devenaient la norme. Suzanne cessa de se regarder dans le miroir, car elle ne reconnaissait plus la femme qui la fixait. Elle ressemblait à une coquille vide, hantée et invisible. Mais ce que personne ne voyait, pas même Suzanne elle-même, c'était la braise qui brûlait encore au plus profond d'elle. Un jour, le monde qui l'entourait s'effondrerait, et de ses décombres, une nouvelle femme surgirait. Cela s'est produit un jeudi, une soirée que Suzanne n'oublierait jamais. Les nuages pesaient lourd sur le domaine des Larusso, mais ce n'était pas la pluie qui allait tomber cette nuit-là. Ce fut l'ultime fracas de sa dignité. Elle avait passé la journée à vaquer tranquillement à des tâches ménagères que personne ne remarquait. Le dîner était sur la table, comme chaque soir, même si Joshua n'avait pas mangé un seul de ses plats depuis plus de 3 semaines. Suzanne était assise au bord de la chaise, attendant son arrivée, espérant bêtement que ce soir, juste ce soir, il s'assoirait et lui parlerait comme un mari se doit de le faire. Mais lorsque la porte d'entrée s'ouvrit, ce ne fut pas Joshua qui entra seul. Benita le suivit, bras dessus bras dessous, riant comme si elle sortait d'un tapis rouge. Il ressemblait à un couple tout droit sorti d'un magazine de mode, élégant, en parfaite harmonie et d'une intimité sans complexe. Suzanne se leva, stupéfaite, le cœur battant. Mais au lieu de la honte ou de la surprise, ils l'accueillirent avec un sourire narquois. « Tu es toujours là ?» demanda Benita en penchant la tête, scrutant Suzanne du regard comme une femme de chambre mal habillée. Joshua ricana et leva les yeux au ciel. « Suzanne, ça ne marche pas, » dit-il avec l'émotion de quelqu'un qui annule une commande. « Tu as abusé de ton droit de citer. » Les mots la transpercèrent comme du verre brisé. Ses doigts tremblaient, mais sa voix était ferme. « Joshua, qu'est-ce que tu dis ?» murmura-t-elle. « C'est aussi ma maison. Je suis ta femme. » Benita rit, un rire cruel et aigu qui résonna dans le couloir. « Tu n'étais qu'une erreur passagère, » rétorqua-t-elle. « Même cette bague que tu portes ne signifie plus rien. » Joshua acquiesça d'un signe de tête. « Je demande le divorce. Tu pars ce soir. » Benita Emenich. Ce n'était pas une conversation. C'était une sentence, définitive, brutale et irréversible. Les genoux de Suzanne cédèrent, mais elle ne tomba pas. Au lieu de cela, elle resta figée, humiliée au-delà des mots, tandis que les employés émergeaient un à un, observant le drame se dérouler comme dans un feuilleton. Il avait tout arrangé dans son dos. Ses bagages étaient déjà prêts et déposés près de la porte. Vêtements, chaussures, effets personnels, tout cela entassé à la hâte dans des bagages bon marché qu'elle ne reconnaissait pas. De toute évidence, Joshua ne voulait pas qu'elle parte discrètement.
Il voulait la couvrir de honte, l'humilier, lui rappeler qu'elle était jetable. Comme elle ne bougeait pas immédiatement, Benita s'avança et lui fourra le sac dans les bras. Ne faisons pas de scène. Ricana-t-elle. Tu devrais nous remercier. Qui sait, peut-être trouverez-vous quelqu'un qui apprécie les fantômes. Le personnel de Maison Ricana, enhardi par ce changement de pouvoir. Même les gardes détournèrent le regard lorsque Suzanne se tourna vers eux, comme si sa présence empestait désormais l'insignifiance. Elle se dirigea vers la porte d'un pas tremblant, ses chaussures glissant sur le sol ciré, les yeux brûlants de larmes retenues. Personne ne l'arrêta. Personne ne lui offrit un mot de réconfort. Elle était abandonnée comme un déchet d'hier, une femme autrefois appelée épouse, désormais réduite à néant. Le portail se referma derrière elle avec un bruit métallique, scellant son destin. Dehors, la rue était silencieuse, mais son esprit hurlait. Elle se tenait à l'orée du lotissement, ne sachant où aller, quoi faire, ni qui appeler. Personne ne l'attendait. Aucune main à tenir. Pas d'endroit sûr. Le ciel s'est enfin ouvert et la pluie s'est abattue, la trompant en quelques secondes. Sa robe lui collait au corps, son maquillage coulait, mais elle s'en fichait. Elle se tenait là, laissant la tempête effacer les dernières traces de ce qu'elle avait été. Le manoir derrière elle n'était plus sa demeure. Son passé avait été brûlé, son cœur trahi et son âme brisée. Mais même dans sa détresse, quelque chose en elle s'éveilla, une lueur, faible mais tenace. Elle n'avait plus rien. Plus d'argent, pas d'abri, pas d'amour. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'en perdant tout, elle venait de commencer un voyage vers plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les rues étaient plus froides que la nuit elle-même. Suzanne errait sans but, sa robe trempée lui collant la peau, la pluie refusant toute pitié. Chaque véhicule qui passait éclaboussait son corps déjà trempé. L'épouse autrefois adorée d'un homme riche était devenue un fantôme parmi les inconnus. Les gens passaient devant elle sans même lui jeter un regard. Personne ne la reconnaissait comme Madame Larusso, même si cela n'aurait pas eu d'importance. Sa dignité lui avait été arrachée, non seulement par la trahison de Joshua, mais aussi par les moqueries publiques orchestrées avec tant d'aisance par Benita. Suzanne trébucha sous l'auvent d'une boutique fermée, tentant de se protéger du déluge. Ses mains tremblaient de froid, de peur et de chagrin. Elle fouilla dans son sac à main pour trouver son téléphone, mais découvrit que la batterie était morte depuis des heures. Elle n'avait ni argent, ni parapluie, ni maison où retourner. Tout ce qu'elle avait, c'était 2 valises et un cœur meurtri. Ce soir-là, elle était assise sur le trottoir, adossée à un mur de béton devant une pharmacie délabrée. La ville avait tourné la page sans elle. Les néons clignotaient au-dessus d'elle, projetant des reflets déformés dans les flaques d'eau au sol. Ses chaussures étaient cassées, ses genoux étaient meurtris et son âme souffrait plus que son corps ne le pourrait jamais. Les souvenirs de sa vie passée la hantaient, comment elle ouvrait les rideaux de la chambre principale, comment elle attendait Joshua à table, comment elle priait pour son bonheur. Et maintenant, elle était seule, chassée par l'homme même auquel elle avait consacré sa vie. Les inconnus lui jetaient des regards furtifs, aucun ne lui offrant son aide. L'humiliation d'être traitée comme une mendiante la blessait encore plus que les paroles de Joshua. Elle ramena ses jambes contre sa poitrine et pleura, laissant la pluie masquer ses larmes. À ce moment-là, elle n'était pas seulement sans abri. Elle était désespérée. Le matin est arrivé comme une claque, pas comme une bénédiction. La ville reprit son cours normal, et Suzanne resta immobile, épuisée et tremblante. La faim lui tenaillait l'estomac. Son dernier repas remontait à plus de 24 heures. Elle traînait ses valises, les pieds couverts d'ampoules, le corps endolori, s'arrêtant à chaque épicerie et petit café qu'elle croisait, quémandant de l'eau ou même des restes de pain. La plupart l'ignoraient. Certains secouaient la tête avec dégoût. Une femme murmura, paresseuse. Regardez-la. Elle a probablement fui son papa gâteau. La remarque l'avait profondément touchée, mais Suzanne n'avait pas la force de se défendre. Pourtant, elle avançait. À chaque pas, il y avait du désespoir, mais il y avait aussi autre chose, la survie. Elle passait devant des églises, des temples, des vendeurs ambulants et des kiosques à journaux, cherchant tout ce qui pourrait lui indiquer une opportunité. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait une issue. Quelque chose, n'importe quoi, qui lui permettrait de gagner à nouveau. De l'argent, qui lui permettrait de revivre. Et puis elle a vu, affichée discrètement sur un poteau rouillé près d'un arrêt de bus, une offre d'emploi imprimée, à moitié trompée par la pluie, mais encore lisible. On pouvait y lire « Poste vacant,
personnel de nettoyage recherché à la villa présidentielle. Une pièce d'identité de base est requise. Présentez-vous en personne au portique de sécurité arrière. Son cœur battait la chamade. La villa présidentielle, le siège du pouvoir. C'était trop surréaliste. Mais il était là, suspendu devant elle comme une bouée de sauvetage. Ses vêtements étaient tachés, ses pieds gonflés et son visage exprimait la misère, mais elle n'avait plus rien à perdre. Peut-être, était-ce là son moment d'interception divine. Elle arracha le dépliant du mât, le saisit d'une main tremblante et regarda vers l'horizon. Il était temps de partir. Elle ne savait pas ce qui l'attendait là-bas, si on se moquerait d'elle ou si on la chasserait. Mais s'il y avait ne serait-ce qu'une chance sur 100, elle la saisirait. Le monde qu'il avait vu tomber pouvait maintenant assister à son ascension. Le dépliant que Suzanne serrait dans sa main lui semblait une bouée de sauvetage, même si le vent menaçait de l'arracher de ses doigts. Il était froissé, légèrement humide, et ses bords commençaient déjà à se décolorer. Mais à ses yeux, il aurait tout aussi bien pu être en or. Elle suivit les indications vagues, les pieds fatigués et le regard plein d'espoir, avançant d'une rue à l'autre, traînant ses chaussures éraflées et sa valise usée. Son dos lui faisait mal, son estomac gargouillait, et chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, mais les mots imprimés sur cette page. Poste vacant, besoin de personnel de ménage à la villa présidentielle, la poussait à avancer. Elle n'avait pas de plan, seulement le rêve fragile que si quelqu'un, n'importe qui, lui donnait une chance, elle s'y accrocherait de toutes ses forces. La route la mena finalement à une entrée latérale lourdement gardée du complexe de la villa, où deux hommes armés se tenaient tels des statues, le regard froid et inflexible. Elle hésita d'abord. Et s'il se moquait d'elle? Et s'il lui annonçait qu'elle était trop tard? Ou pire, et s'il la regardait et voyait ce qu'elle redoutait le plus, une femme qui ne semblait plus appartenir à aucun endroit, mais quelque chose en elle la poussa en avant, une petite lueur de force qui avait survécu à la tempête. Elle s'approcha du portail, prit le prospectus et parla de la voix la plus claire qu'elle put malgré la sécheresse de sa gorge. « Bonjour. Je suis là pour le ménage. » Les gardes échangèrent un regard. L'un d'eux haussa un sourcil, lui prit le prospectus des mains et lui demanda d'attendre. Elle resta silencieuse, le cœur battant à tout rompre. Chaque seconde semblait durer une éternité. Puis, après un bref appel radio, une femme en uniforme impeccable arriva. Mathilda, la responsable de l'entretien ménager. Elle jeta un rapide coup d'œil à Suzanne, l'air indéchiffrable. « Tu postules pour ce poste ?» demanda Mathilda, sans être méchante, mais avec le ton de quelqu'un qui avait vu passer toutes sortes de gens par ce portail. Suzanne hocha vivement la tête. « Oui, madame. J'ai besoin de ce travail. Je sais faire le ménage et je ferai tout ce que tu me demandes. » Mathilda n'a pas dit grand-chose d'autre. Au lieu de cela, elle tendit à Suzanne un presse-papier contenant un court formulaire et la conduisit dans un bureau annexe équipé de chaises de jeu et d'un bureau. Suzanne remplit d'une main tremblante ses coordonnées, nom, âge, contact d'urgence, expériences professionnelles antérieures, qu'elle falsifia légèrement pour éviter les questions sur son passé récent, et les soumettit. Il n'y eut ni entretien fastidieux, ni longue discussion. Mathilda le parcourut, hocha la tête et lui dit d'attendre dehors. Suzanne resta assise dans le couloir pendant ce qui lui sembla des heures, chaque nerf en alerte, se demandant quoi dire si on la repoussait. Mais quand Mathilda revint, elle prononça les mots qui changeaient tout. « Tu commences demain. Soyez là à 6 heures précises. » Pendant un instant, Suzanne s'est essoufflée. Elle a levé les yeux vers la femme comme si elle avait mal entendu. « J'ai eu le poste ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Oui, on te remettra un uniforme à ton arrivée. Tu seras nourri et logé dans les quartiers du personnel. Ne sois pas en retard. » Suzanne se leva lentement, sa valise toujours à la main, les larmes menaçant de couler, mais sans encore y être autorisée. Elle hocha la tête et remercia Mathilda avec une dignité discrète. Alors qu'on la laissait sortir du bâtiment et se diriger vers le portail de sécurité, une étrange chaleur lui envahit la poitrine. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était sûre, elle n'était plus au chômage. Elle ne mendiait plus dans la rue. On lui avait donné une chance. Un travail, un toit, une page blanche. Et pour l'instant, c'était largement suffisant. La villa présidentielle bourdonnait d'une énergie contenue chaque matin, ses couloirs vibrant du pas discret du personnel et de l'odeur du café fraîchement moulu. Mais au milieu de cette agitation, une silhouette commença à se démarquer,
non par sa majesté, mais par sa discrétion dans la routine. Suzanne, vêtue d'un uniforme impeccable et de chaussures simples, accomplissait ses tâches de nettoyage avec une précision irréprochable. Ces tâches la maintenaient souvent près de la résidence principale, où peu de travailleurs étaient affectés régulièrement. Sa douceur et sa rigueur dans ces tâches ne passaient pas inaperçues, même si la plupart des cadres la traitaient comme n'importe quel autre employé de maison. Elle nettoyait les vitres sans laisser de traces, frottait le carrelage jusqu'à ce qu'il brille et disposait chaque coussin avec une symétrie si précise qu'elle aurait pu être mesurée. Mais ce n'était pas seulement son souci du détail qui lui valait des éloges silencieux, c'était aussi son attitude. Il y avait de la grâce dans son humilité, de la beauté dans son silence et de la force dans sa façon d'accomplir les plus petites tâches comme des actes de dévotion. C'est par un de ces matins tranquilles que le président Kingsley Donald la vit pour la première fois, non pas lors d'un grand discours ou d'une réunion officielle, mais de la manière la plus banale qui soit. Il était sorti de son bureau pour s'éclaircir les idées lorsqu'il la vit agenouillée dans un coin du couloir, époussetant soigneusement le pied d'une table en marbre que la plupart auraient ignorée. Son dos était droit, ses cheveux soigneusement ramenés sous sa casquette, et elle se déplaçait comme quelqu'un qui respectait l'espace qu'elle occupait. Kingsley marqua une pause, l'observant en silence. Elle ne le remarqua pas au début. Ce n'est qu'en se levant et en se retournant pour prendre son chiffon qu'elle le vit debout. Elle se figea, baissant instinctivement la tête. « Bonjour, monsieur », dit-elle rapidement, n'osant soutenir son regard. Kingsley hocha la tête et répondit, mais sa curiosité était piquée. Il y avait quelque chose de familier chez elle, non pas dans son visage, mais dans sa présence. Une sorte de tristesse inexprimée mêlée à une résilience silencieuse. Au cours des semaines suivantes, Kingsley commença à la remarquer plus souvent. Il ne posait aucune question ni ne donnait aucun ordre, mais son regard se posait sur elle lors de ses visites de routine dans la villa. Un matin, lors d'une pause au sein du cabinet, il s'assit au fond de la cour avec son thé, l'observant à travers la vitre tandis qu'elle disposait un vase de fleurs dans le hall d'entrée. Sa présence avait quelque chose d'apaisant. Elle ne cherchait jamais à être vue, ne recherchait jamais l'attention, mais possédait un magnétisme impossible à ignorer. Un jour, il avait entendu parler doucement à un autre membre du personnel qui pleurait dans les toilettes. Ses paroles étaient gentilles, encourageantes et pleines d'empathie. « Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous a brisé que demain ne vous guérira pas », avait-elle dit. Ces mots le frappèrent profondément. Il les écrivit ce soir-là, sans savoir pourquoi ils restèrent gravés en lui si longtemps. Il ne connaissait pas son nom à l'époque, mais il savait qu'il en avait envie. Finalement, il posa une question simple à son chef de cabinet. « Qui est ce discret homme qui nettoie l'aile ouest chaque matin ?» L'homme dut consulter les dossiers du personnel avant de revenir avec un dossier intitulé « Suzanne Equina ». Kingsley le feuilleta, les sourcils froncés. Pas de photos, juste des informations de base, âge, ancien domicile, coordonnées. La section réservée à Ken était vide. Aucune recommandation ou référence élogieuse, juste une note manuscrite du responsable de l'entretien, humble et respectueuse. Elle travaille comme si sa vie en dépendait. Cette phrase restait gravée dans l'esprit de Kingsley. Il n'était pas homme à prendre des décisions sur un coup de tête, et pourtant, quelque chose chez cette femme éveillait en lui une autre part de lui-même, non pas le président, mais l'homme. Il se disait que c'était simplement de l'admiration pour une travailleuse assidue, mais au fond, il savait que c'était plus que ça. Quelque chose dans la force tranquille de Suzanne parlait plus fort que n'importe quel mot. Sans s'en rendre compte, Kingsley se mit à attendre avec impatience ces rencontres fortuites, chacune le plongeant plus profondément dans le mystère qui la constituait. Les journées de Suzanne à la villa présidentielle commencèrent à prendre un rythme régulier, presque méditatif. Elle se réveilla avant l'aube, prit un bain rapide et porta son uniforme avec une fierté discrète. Pas de robe de créateur, pas de pantoufles de soie, pas de manoir ou flâner. Mais cette nouvelle vie lui apporta quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un but. Chaque recoin nettoyé, chaque surface dépoussiérée lui rappelait qu'elle reconstruisait quelque chose en elle. Pendant longtemps, Suzanne avait traversé la vie en se rétrécissant, en se réduisant au silence, à l'invisibilité, à la honte. Mais maintenant, ses épaules ne s'affaissaient plus autant, et ses mains ne tremblaient plus en tenant une serpillière ou une brosse. Le travail était dur, mais honnête. Et à chaque lever de soleil, un peu de sa confiance d'antan revenait,
non pas la confiance naïve qu'elle avait autrefois en tant que jeune mariée, mais la confiance durement acquise d'une femme qui apprend sa valeur en survivant. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements, et encore moins d'attention. Tout ce qu'elle désirait, c'était guérir en silence, se prouver qu'elle pouvait exister au-delà de l'humiliation, au-delà de la trahison. L'uniforme, autrefois synonyme d'échec, était devenu une nouvelle armure, simple certes, mais tissée de détermination. Les membres du personnel la saluaient plus souvent. « Bonjour, Suzanne », disait-il, et elle acquiesçait d'un petit sourire poli. Elle restait discrète, mais la peur dans son regard s'était atténuée. Elle ne bronchait plus quand quelqu'un marchait derrière elle, et ne baissait plus les yeux lorsqu'on lui parlait. Elle avait trouvé un cadre dans les tâches les plus simples, balayer, arranger les fleurs, désinfecter les rampes. Même son reflet avait commencé à changer. Ses yeux, autrefois vides, brillaient désormais d'une lueur. Sa voix, bien que toujours douce, ne brillait plus lorsqu'elle parlait. Le président Kingsley Donald, qu'il avait déjà remarqué quelques semaines auparavant, continuait de l'observer de loin avec une curiosité croissante. Ce n'était plus seulement de l'admiration, mais de la fascination. Il ne comprenait pas pourquoi cette travailleuse en particulier retenait autant son attention. Peut-être était-ce dû à sa façon de se mouvoir avec une précision silencieuse, ou peut-être à la tristesse qu'il avait perçue dans ses yeux la première fois qu'ils s'étaient croisés. Quoi qu'il en soit, il se surprit à la remarquer plus souvent, intentionnellement. Chaque fois qu'il traversait l'aile ouest ou le couloir du rez-de-chaussée, il scrutait la présence subtile de cette femme qui travaillait comme si son âme se reconstituait à chaque coup de balai. Il ne l'avait pas abordée, ne lui avait posé aucune question. Mais plus il la voyait, plus il se demandait qui elle était vraiment. Ni son titre de poste, ni son numéro de dossier. Mais la femme sous l'uniforme, celle qui se déplaçait comme un fantôme revenant lentement à la vie, Suzanne ignorait que le regard du président s'était posé sur elle avec cette discrétion et cette modestie. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer. Son esprit était loin de la politique, de l'amour ou de la reconnaissance. Son seul objectif était d'être présente, d'être meilleure qu'hier, de se prouver qu'elle n'avait pas été complètement détruite par son passé. Elle se souvenait encore des paroles de Joshua, des moqueries de Benita et de la nuit où les portes s'étaient refermées derrière elle comme une ultime malédiction. Mais ces souvenirs ne la définissaient plus. Ils étaient devenus un carburant. Chaque parquet ciré, chaque lit fait, chaque vitre essuyée était sa façon de déclarer à l'univers qu'elle était toujours là. Elle avait peut-être été abandonnée, mais ce n'était pas fini. Et tandis qu'elle guérissait en silence, l'homme au cœur du pouvoir, le président Kingsley, continuait d'observer, discrètement attiré par une femme qui ignorait que son histoire ne faisait que commencer. Le président Kingsley Donald n'était pas homme à se laisser facilement influencer par les émotions. Des années en politique lui avaient appris à préserver son cœur, à garder ses distances. Mais malgré son esprit discipliné et son monde structuré, quelque chose chez Suzanne continuait de l'attirer. Ce n'était pas l'amour, pas encore, mais l'attrait discret de l'intrigue, comme on peut le ressentir à la lecture du premier chapitre d'un roman policier qu'on ne peut lâcher. Il l'observait alors qu'il n'était pas censé le faire. Lors de ses promenades matinales dans le couloir donnant sur le jardin, il ralentissait le pas si elle était là à balayer le carrelage. De sa fenêtre fixe, il l'apercevait parfois en train de nettoyer le hall d'accueil, et sans le vouloir, il se laissait distraire. Kingsley ne l'observait pas par passion. Il ignorait même son nom complet jusqu'à récemment. Mais elle se déplaçait avec une grâce qui contrastait avec l'uniforme qu'elle portait. Il y avait en elle une douceur, un équilibre qui ne s'apprenait pas. Cela devait naître de quelque chose de plus profond, la douleur, peut-être, ou la survie. Il commença à poser des questions discrètes. Des questions discrètes et professionnelles qui n'éveilleraient pas les soupçons. Qui supervise le personnel de nettoyage près de l'aile ouest? Demanda-t-il un jour lors d'un briefing logistique informel. Lorsque son chef de cabinet répondit, Kingsley hocha simplement la tête, dissimulant que son intérêt était tout sauf routinier. Un soir, en examinant la rotation des équipes, il vit son nom, Suzanne Ikenna, assigné aux tâches du matin près du couloir de sa résidence privée. Ce nom lui restait en tête comme une prière murmurée. Il ne savait pas grand-chose d'autre. Aucun scandale ne l'entourait, ni aucune histoire d'origine dramatique lors des contrôles de sécurité. Son casier judiciaire était vierge, mais minimal. Elle venait d'un district local, avait postulé comme tout le monde, avait passé avec succès les contrôles et travaillé depuis sans une seule plainte. Pourtant,
quelque chose en Kingsley sentait que son histoire n'était pas écrite dans ses dossiers. Son silence en disait long. Ses yeux avaient trop vu. Et ses mains, toujours actives, toujours gracieuses, se mouvait comme quelqu'un essayant de reconstruire quelque chose qui avait été brisé. Suzanne, quant à elle, ignorait les regards qui la fixaient. Elle remarquait le président dans les couloirs de temps à autre, mais elle le traitait comme tout autre dignitaire de la villa, avec un respect poli et évitant tout contact visuel. Elle ne désirait pas se faire remarquer, et encore moins par un homme au pouvoir. Son seul objectif était de garder son emploi, d'éviter les ennuis et de continuer à se reconstruire. Mais dans ces moments de solitude, elle se surprenait parfois à réfléchir. Qui était l'homme derrière ce titre? Kingsley ne se comportait pas comme les politiciens qu'elle avait vus à la télévision. Il était calme, observateur et étonnamment humain dans ses gestes. Un jour, elle l'avait croisé, seul sous la véranda, les mains jointes dans le dos, contemplant le coucher de soleil avec la même fatigue qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Cette image lui restait gravée dans la mémoire, même si elle n'en avait jamais parlé à personne. Elle ignorait qu'à ces moments précis, il avait aussi pensé à elle. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que les barrières sociales commençaient peu à peu à s'amenuiser, non pas par les mots, mais par leur présence. Il n'y avait ni flirt, ni échange d'affection, juste un silence partagé qui planait lorsqu'ils se croisaient. Kingsley continuait de l'observer comme quelqu'un qui le fascinait sans pour autant exiger son attention. Et Suzanne continuait à travailler, inconsciente que sa guérison avait déjà réveillé quelque chose de latent chez cet homme qui avait tout sauf la paix. Aux yeux du monde, elle n'était qu'une domestique en uniforme. Mais Kingsley commençait à voir au-delà de l'uniforme, à percevoir la force de son immobilité, la dignité de sa simplicité. Il ignorait son passé, mais il commençait à s'interroger sur son avenir. Et bien qu'aucun mot n'ait encore été échangé, quelque chose était en train de changer. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer, mais qu'ils allaient bientôt ressentir plus profondément qu'ils ne l'avaient imaginé. Cela commença comme n'importe quelle soirée à la villa présidentielle. Le soleil avait disparu à l'horizon, projetant de douces teintes oranges et lavandes dans le ciel. Le jardin de la villa, typiquement calme et serein, vibrait doucement du bruissement des feuilles et du léger bruit du personnel nettoyant après la journée de travail. Suzanne se trouvait dans la cour et, s'occupant des compositions florales près de la colonnade. C'était devenu son endroit préféré, non pas pour sa grandeur, mais parce qu'il lui offrait une vue imprenable sur les étoiles lorsqu'elles apparaissaient. Cette nuit-là, elle avançait lentement, déposant méthodiquement des lys dans un vase, inconsciente que sa vie allait changer à jamais. Derrière elle, au loin, le président Kingsley Donald se tenait silencieux, observant. Il avait hésité pendant des semaines, incertain de la justesse de ses paroles. Mais à chaque fois qu'il la voyait, il se sentait plus convaincu. Ce n'était plus seulement de l'admiration. C'était quelque chose de plus profond, de tendre, quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Kingsley s'approcha d'un pas mesuré, les mains jointes dans le dos. Suzanne se retourna en entendant le gravier craquer sous ses chaussures, surprise de se retrouver face à face avec le président dans le calme du jardin. « Bonsoir, monsieur », dit-elle doucement en s'inclinant légèrement. « Suzanne », dit-il doucement, comme s'il l'essayait sur sa langue. « Tu n'es pas obligée de t'incliner. Pas devant moi. » Elle parut un instant perplexe, mais se redressa. Un silence s'installa entre eux, un silence intime, empli d'une compréhension tacite. « Je t'ai observé travailler », continua Kingsley d'une voix chaleureuse, mais prudente. Pas de façon envahissante, promis. J'ai observé ta discipline, ton humilité, votre grâce. Vous portez la douleur, mais vous la portez comme une couronne. Suzanne eut le souffle coupé. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi, même lorsqu'elle était épouse. Merci, monsieur, murmura-t-elle en clignant rapidement des yeux, ne sachant que dire de plus. Il s'approcha, mais garda une distance respectueuse. Suzanne, je ne connais pas ton histoire, mais j'ai suffisamment vécu pour reconnaître une femme de valeur. Cette villa a accueilli de nombreux invités, nobles, dignitaires, femmes influentes. Mais aucun ne m'a autant touché que toi. Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait le vase plus fort. Était-il sérieux? Était-ce réel? Monsieur, commença-t-elle, mais Kingsley leva doucement la main pour l'arrêter. Je sais que c'est soudain, mais je ne veux pas attendre. La vie m'a appris à ne pas le faire. J'ai connu la solitude. J'ai connu la trahison. Et je sens les mêmes vérités en toi.
Il sortit une petite boîte de sa poche intérieure et l'ouvrit pour révéler une bague modeste, pas extravagante, mais belle dans sa simplicité. « Suzanne Equina, accepteras-tu d'être aimée à nouveau? Me laisseras-tu être l'homme qui restaurera ce que le monde a tenté de détruire en toi ?» Les mots flottaient dans l'air comme une prière. Suzanne le fixait, stupéfaite, bouleversée, chaque émotion la submergeant comme une vague. 1 million de souvenirs lui traversèrent l'esprit. La haine de Joshua, les insultes de Benita, le froid du trottoir sous elle cette nuit pluvieuse. Elle était arrivée dans cette villa, brisée, abandonnée. Et maintenant, le président de la nation se tenait devant elle, lui demandant de partager sa vie. Ses lèvres tremblaient, et sa voix s'échappait à peine. « Oui, oui, je le ferai. » Le jardin tomba dans le silence, à l'exception du murmure des feuilles au-dessus de nos têtes et du chant lointain des grillons. Kingsley lui prit la main, glissa délicatement la bague à son doigt et sourit, un sourire non pas de pouvoir, mais de paix. Ils restèrent là un long moment sous les étoiles, deux cœurs blessés trouvant la guérison non pas dans les contes de fées, mais dans la vérité. De femme de chambre à première dame, cela ne s'était pas fait en un jour. Mais à cet instant, Suzanne comprit que tout ce qui l'avait brisé l'avait conduite là. Et pour la première fois depuis toujours, elle ne se sentit pas perdue. Elle se sentit choisie. La villa présidentielle avait ses secrets, des pièces fermées au public, des dossiers enfermés dans des coffres-forts, des conversations à voix basse. Mais aucun secret n'avait plus de poids que l'union discrète qui eut lieu un matin dans la chapelle privée de la villa. C'était un moment intime, confidentiel et totalement confidentiel. Suzanne se tenait devant l'autel, vêtue d'une robe crème pâle qu'elle avait choisie elle-même, non pas pour son élégance ou son prix, mais parce qu'elle lui rappelait la liberté. Le président Kingsley Donald se tenait à ses côtés, non pas en robe de cérémonie ni en écharpe officielle, mais dans un simple costume anthracite, sa main entourant délicatement la sienne. Il n'y avait ni caméra, ni presse, ni membre du cabinet, ni famille, juste un prêtre, 2 assistants de confiance et l'écho solennel d'un vœu prononcé non pour l'apparat, mais avec le cœur. Suzanne, tremblante mais sereine, dit « Je le veux », d'une voix à la fois terrifiée et libérée. La réponse de Kingsley fut sans hésitation, ses yeux rivés sur les siens comme si le monde autour d'eux n'existait pas. Ils avaient pris cette décision ensemble après des semaines de conversations discrètes dans la roseraie, loin de la politique et des formalités du palais. Kingsley le lui avait demandé plus d'une fois, la rassurant à chaque fois qu'il n'agissait ni par pitié ni par impulsion. Il admirait sa force, sa détermination, sa capacité à renaître de ses cendres sans amertume. Et Suzanne, bien qu'hésitante, commença à voir en Kingsley quelque chose qu'elle n'avait jamais connu chez un homme. Un respect sans réserve. Il ne la voyait pas comme une femme brisée, mais comme quelqu'un dont la rupture avait construit quelque chose d'inébranlable. Pourtant, l'idée de l'épouser, et encore moins de devenir première dame, la terrifiait. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle ne voulait pas être scrutée. Elle voulait seulement la paix. Kingsley, comprenant cela, lui fit une promesse. Nous resterons entre nous pour l'instant. Aucune annonce. Aucune pression. Juste 2 personnes qui se choisissent en silence. Et c'est ce qu'ils firent. Derrière les portes closes, sous les plafonds voûtés de la villa, Suzanne Equina devint son épouse. Le lendemain du mariage, rien ne changea visiblement. Suzanne se présenta à ses tâches de nettoyage comme d'habitude, enfilant son uniforme et se mettant au diapason des autres employés. Personne ne savait qu'elle venait d'entrer dans l'histoire, ni les gardes à l'entrée, ni l'équipe de cuisine, ni même Mathilda, qui avait supervisé son embauche. Kingsley, lui aussi, respectait son emploi du temps, assistant aux réunions, recevant des émissaires et assumant les responsabilités incessantes de son bureau. Mais lorsque leurs chemins se croisèrent dans le couloir, quelque chose de subtil passa entre eux, un regard, un hochement de tête, un souffle partagé qui disait « Nous savons ». La villa resta inconsciente, mais une joie silencieuse flottait entre eux comme un fil invisible. Suzanne ne bougeait plus sous le poids de la honte. Elle se redressa un peu, son silence désormais empreint de détermination plutôt que de douleur. Et Kingsley, derrière sa façade digne, se surprit à sourire dans les moments où il était auparavant sévère. Suzanne avait toujours connu la douleur. Elle avait appris à vivre avec la trahison, la faim, l'humiliation. Mais la joie? Elle était en territoire inconnu. Alors, lorsqu'elle se réveilla un matin, prise d'une vague de vertige et de nausée,
Elle ne se doutait de rien d'inhabituel. Elle supposa simplement que le stress de l'adaptation secrète à la vie de couple, combiné à son emploi du temps chargé, la rattrapait. Toujours vêtue de son uniforme, elle s'efforçait d'accomplir les gestes, nettoyant le hall d'accueil, rangeant le linge, mais le malaise persistait. Il ne fallut pas longtemps à Mathilda, la superviseure au regard perçant, toujours d'une perspicacité suspecte, pour la prendre à part. « Où est-ce parler, Suzanne? Quand avez-vous vu un médecin pour la dernière fois ?» Suzanne lui adressa un sourire poli, l'ignorant. « Je vais bien, madame. Juste un peu fatiguée. » Mais au fond d'elle, une douce méfiance commença à germer. Plus tard dans la soirée, dans la solitude de son quartier général, elle comptait les semaines. Ses mains tremblaient. Sunker Essembala. Elle n'était pas seulement fatiguée. Elle était en retard, très en retard. Elle ne voulait pas s'attendre au pire ni au meilleur. Après tout, la vie lui avait appris à ne pas trop en attendre. Mais quelque chose dans son corps était différent. Son appétit avait changé. Son sommeil était irrégulier. Ses émotions s'enflammaient facilement. Le lendemain, les mains tremblantes et le cœur battant, elle se glissa dans la clinique de la villa sous prétexte d'un mal de tête. Le médecin, une femme d'âge mûr à la voix douce nommée docteur Félicia, lui posa quelques questions, pratiqua quelques examens, puis lui sourit gentiment en prononçant les mots que Suzanne ne s'attendait pas à entendre. « Vous êtes enceinte. » Environ 6 semaines plus tard, le monde autour d'elle s'est arrêté un instant. Les murs, le plafond, le sol, tout a disparu. Un enfant, son enfant, après tout ce qu'elle avait enduré, la vie lui avait donné un nouvel espoir. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de peur ou de confusion, mais du sentiment accablant que, peut-être, elle avait finalement été choisie pour quelque chose de plus grand. Suzanne ne se rendit pas directement chez Kingsley. Elle avait besoin de temps. Du temps pour assimiler la nouvelle, pour y croire et pour comprendre ce que cela signifiait pour eux deux. Elle passa la soirée à arpenter la roseraie en silence, une main posée délicatement sur son ventre. Ce n'était pas seulement un enfant, c'était la preuve que quelque chose de beau pouvait naître des cendres de sa souffrance. Mais derrière tout cela se cachait l'anxiété. Kingsley avait toujours été gentil et patient, mais cela allait tout changer. Elle n'était plus seulement sa femme, elle portait son héritier, même si le monde l'ignorait. Serait-il bouleversé? Serait-il déçu qu'il n'ait pas planifié cela? Ses pensées s'emballaient, mais elle gardait le souvenir de la façon dont il l'avait regardée pendant leur mariage discret, de la façon dont il avait prononcé son nom comme si c'était important. Ce soir-là, elle écrivit les mots qu'elle ne pouvait pas encore prononcer à voix haute. « Je porte en moi un avenir qu'aucun de nous n'attendait, mais dont nous avions peut-être tous les deux besoin. » Quand elle finit par le dire à Kingsley 2 jours plus tard, il ne répondit pas tout de suite. Ses yeux s'écarquillèrent dans un silence stupéfait, puis se fondirent lentement dans l'admiration. « Un bébé » murmura-t-il en s'approchant et en posant doucement ses 2 mains sur les siennes. Suzanne hocha la tête, les larmes aux yeux. Il la serra alors fort, pleinement, comme pour la protéger, non seulement elle, mais aussi la petite vie qui sommeillait en elle. « Tu viens de me faire le plus beau des cadeaux, » dit-il contre son oreille. Pas seulement un enfant, mais une raison de croire à nouveau à la joie. Ils restèrent un long moment en silence, serrés l'un contre l'autre sous la douce lumière de l'après-midi. Mais malgré leur bonheur partagé, l'esprit de Kingsley se tournait vers l'avenir. Le monde ignorait leur mariage, la presse n'en avait pas été informée, mais tout allait devoir changer. La nation allait devoir connaître sa première dame et l'enfant qu'elle portait. Une célébration se préparait, qu'il orchestrerait avec précision, et ce serait le début de la révélation publique de Suzanne au monde. Benita avait toujours adoré préparer des événements mondains, surtout ceux très médiatisés où les projecteurs étaient braqués et les rumeurs allaient bon train. Dès qu'elle apprit qu'un grand gala allait se tenir à la villa présidentielle, elle se donna pour mission d'y assister, malgré les nombreuses faveurs et relations qu'elle avait à gagner. Elle entendait des rumeurs sur l'événement depuis des semaines, des rumeurs selon lesquelles des diplomates internationaux, des dirigeants régionaux et même le président lui-même prévoyaient de faire une annonce importante. Pour Benita, le gala n'était pas une simple soirée de champagne et de bavardage, c'était l'occasion de redorer son blason auprès de l'élite, de rappeler à tous qu'elle était toujours d'actualité. Et pour cela, tout devait être parfait. Sa robe, ses bijoux, sa posture. Elle a passé des journées à planifier, à se concentrer sur les couleurs et les tissus, à programmer des essais de maquillage et à appeler sa styliste à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle trouve le look idéal.
Je veux ressembler à la reine que je suis née pour être, dit-elle à voix haute, s'admirant dans un miroir tout en essayant sa 5e robe. Joshua, quant à lui, en avait assez des sorties mondaines et de la pression épuisante de faire semblant. Mais il savait qu'il valait mieux ne pas protester quand Benita avait des vues sur quelque chose. Leur relation avait perdu de son enthousiasme. Ils étaient toujours ensemble, si l'on peut dire, mais la flamme s'était éteinte depuis longtemps, remplacée par une amertume discrète et une tolérance stratégique. Joshua avait perdu plusieurs clients au cours de l'année écoulée, et à chaque perte, Benita devenait plus autoritaire. Mais le gala lui offrait l'occasion de rencontrer du monde, de peut-être gagner les faveurs de représentants du gouvernement qui pourraient prolonger des contrats ou le recommander pour des partenariats. Il laissa Benita mener les préparatifs, lui faisant confiance pour l'habiller, prendre leur rendez-vous avec le styliste et même décider de l'eau de Cologne qu'il porterait. Il resta simplement immobile pendant qu'un tailleur ajustait les revers de son costume de créateur, hochant la tête avec mécontentement lorsqu'on lui demandait ses préférences de couleur. « Tout sauf gris. Ça me rappelle le regret », murmura-t-il. Benita ne posait pas de questions, elle avait ses propres intentions. La veille du gala, leur maison était en pleine effervescence. Les coiffeurs allaient et venaient. Les retouches des robes étaient effectuées avec une précision de dernière minute. Des chaussures sur mesure furent livrées. Un bijoutier privé arriva avec un écrin de velours rempli d'accessoires importés. Benita opta pour un ensemble or et émeraude, avec une profonde fente et des gants assortis, le genre de tenue qui attirait l'attention dès qu'elle entrait dans une pièce. Elle s'exerça à sourire devant le miroir, gracieux, rusé, légèrement condescendant, le sourire qu'elle avait perfectionné pendant des années, lorsqu'elle acculait Suzanne à coups d'insultes enrobées de compliments. « Cette nuit sera la mienne », murmura-t-elle en passant sa dernière bague. Joshua, qui l'observait depuis la porte, ne dit rien. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose se tramait, non pas dans le gala, mais en lui-même. Quelque chose dans cet événement lui semblait plus lourd que d'habitude. Mais, ignorant ce que le destin lui réservait, il força un sourire et resserra sa cravate. Benita répéta sa présentation à plusieurs reprises. « Bonsoir, Excellence. Quel plaisir d'être ici, » dit-elle en s'observant dans le miroir. Elle s'imaginait côtoyer des politiciens influents, rire doucement aux plaisanteries des ministres, échanger des cartes avec des investisseurs. Elle imaginait être photographiée aux côtés d'une personne influente, peut-être même du président lui-même. Son esprit ne s'est jamais tourné vers Suzanne. Pour Benita, Suzanne était une relique du passé, une personne disparue. Elle était certaine que son nom ne serait plus jamais prononcé dans les sphères du pouvoir. Joshua, lui aussi, gardait le silence à son sujet ces derniers temps. Non pas qu'il ne pensait pas à elle, mais parce que penser à Suzanne lui mettait une pointe d'amertume dans la bouche, un mélange de honte et de nostalgie. Mais ses pensées restaient enfouies. Ce soir-là, alors qu'ils préparaient leurs vêtements et se préparaient à être conduits au gala le lendemain soir, Benita et Joshua ignoraient que le fantôme, même dont ils s'étaient moqués et qu'ils avaient rejeté, serait bientôt le visage auquel ils ne pourraient plus échapper. La villa présidentielle était resplendissante d'élégance ce soir-là. Le gala, organisé pour célébrer un événement diplomatique majeur, avait réuni les personnalités les plus influentes du pays et l'élite de la société. Les invités ont défilé sur le sol de marbre, vêtus de robes scintillantes et de smokings sur mesure, échangeant des politesses sous des lustres étincelants. Benita arriva, Joshua à son bras, tous deux sur leur 31. Elle portait une élégante robe bordeaux à la fente audacieuse et un collier serti de diamants qu'elle avait emprunté pour l'occasion. Joshua portait un tailleur noir de créateur, élégant et classique, même si son regard fatigué trahissait l'usure des derniers mois. Aucun d'eux n'était préparé à ce qui les attendait. Ils savaient que le président serait présent. Ils s'attendaient à la présence de sénateurs, d'ambassadeurs et de dignitaires étrangers. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, ce à quoi ils n'avaient même pas pensé, c'était que la femme qu'ils avaient rejetée et moquée se trouverait à proximité de la villa, et encore moins sous ses projecteurs. Pour eux, Suzanne avait disparu. Oubliée, réduite à la pauvreté, ou peut-être ensevelie sous la honte. Mais tandis que Benita ajustait sa pochette et scrutait la pièce à la recherche de visages familiers, son regard croisa une femme qu'elle n'avait jamais imaginée. La femme se tenait au bout du couloir, juste au bord du grand escalier. Elle portait une élégante robe émeraude aux manches ornées de dentelles douces.
Ses cheveux étaient coiffés en un chignon soigné et sa peau rayonnait sous la douce lumière. Benita la fixait du regard. Son sourire se fija. Il y avait quelque chose de douloureusement familier dans le profil de cette femme, la forme de son visage, sa posture, l'élégance sereine de son regard. Puis cela la frappa. « Susan » murmura-t-elle presque pour elle-même. Joshua, distrait par un serveur qui proposait du vin, tourna la tête et suivit son regard. Il cligna des yeux. Sa main faillit glisser du verre qu'il tenait. La femme ressemblait vraiment à Suzanne. Mais c'était impossible. Pas ici. Pas maintenant. C'est vraiment elle? Demanda-t-il, hébété. L'âme croire de Benita S.I. Sarah. C'est vrai. Je connais cette posture. Ils restèrent figés un instant, stupéfaits. Que faisait-elle ici? Comment avait-elle réussi à entrer dans un gala aussi prestigieux? Il n'y avait eu aucune annonce, aucune présentation, aucune indication sur qui l'accompagnait. Elle ne se mêlait pas à la foule comme les autres. Elle se tenait là, silencieuse, à observer. Ils ignoraient qu'elle était mariée au président. Pour eux, elle était un fantôme du passé qui s'était glissé entre les mailles du filet et s'était infiltré dans un espace qui ne lui appartenait pas. Les pensées de Benita tourbillonnaient. Elle ne supportait pas l'idée que Suzanne soit vue, remarquée, félicitée, même par erreur. Non, il fallait qu'elle fasse quelque chose. Une idée tordue germa dans son esprit. Elle avait déjà humilié Suzanne et s'en était tirée. Peut-être que le destin lui donnait une dernière chance de retrouver sa fierté. « Je vais lui parler » murmura-t-elle. Joshua lui attrapa le poignet. « Benita, ne fais pas de scène. » Mais elle avait déjà lâché sa main et traversé la salle de bal avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En s'approchant de Suzanne, elle posa délicatement une main sur sa poitrine, feignant l'émotion. « Susan, oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que c'est toi, » dit-elle d'une voix douce et tremblante. « J'espérais qu'on se rencontrerait un jour pour te le dire. Je suis désolée. Pour tout. J'ai été horrible avec toi. J'ai changé. Promis. » Suzanne se tourna vers elle, les sourcils légèrement haussés. Elle avait l'air calme, posée, loin de la jeune fille brisée dont Benita se souvenait. « Benita, dit-elle d'un ton neutre. Quelle surprise. » Benita baissa les yeux, honteuse, puis la regarda à nouveau. « On pourrait parler au calme, s'il vous plaît. Juste une minute. C'est trop bruyant ici. » Susan hésita, tout en elle lui disait de ne pas faire confiance à cette femme. Mais son cœur, toujours trop indulgent, lui disait d'écouter. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. » Benita sourit aussi gentiment qu'elle le pouvait. « Il y a des toilettes privées au bout du couloir. Personne ne nous entendra. » Suzanne suivit sans discuter, ignorant complètement que les excuses de Benita n'étaient que le début d'un jeu dangereux. Les toilettes privées dans lesquelles Benita conduisit Suzanne étaient aussi opulentes que le reste de la villa présidentielle. Sol en marbre, luminaire en or, lampe en cristal et ce silence poli qui isolait les secrets. Suzanne entra la première, s'étalant tapotant légèrement le sol. Ses mains reposaient doucement sur son ventre, s'adaptant encore au poids du bébé qui grandissait en elle. Elle ne dit pas grand-chose en s'avançant, jetant un rapide coup d'œil au miroir scintillant et aux serviettes en velours. Mais au moment où la porte se referma derrière elle, quelque chose changea dans l'air. Le souffle de Benita s'alourdit, son sourire s'évanouissant dans une expression plus froide et plus sombre. Suzanne se tourna vers elle, attendant une explication, mais elle vit une tempête se former dans les yeux de Benita. « Tu croyais vraiment pouvoir me surpasser » siffla Benita. « Toi, une servante ?» Avant que Suzanne puisse répondre, le monde s'écroula. Benita fonça et la poussa des deux mains, violemment, délibérément. La force projeta Suzanne en arrière, et elle heurta le comptoir. Le bord tranchant frappa juste en dessous de ses côtes, et elle haleta de douleur. Le choc fut pire que le coup, plus émotionnel que physique au début. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, son corps figé sur place. « Benita » cria-t-elle, une main tendue instinctivement pour se défendre, l'autre pour protéger son ventre. Mais Benita n'en avait pas fini. Avec un grognement glacial, elle lança une seconde poussée, plus forte et plus ciblée cette fois. Suzanne recula encore, son talon glissant sur le carrelage poli et s'écrasa contre l'une des portes de la cabine. Le loquet s'ouvrit derrière elle et elle tomba à la renverse, sa robe s'effondrant sous elle. Elle se retint de justesse, les bras tremblants, haletante de douleur et de confusion. Benita se tenait maintenant devant la stalle, le souffle court mais triomphant.
Tu as toujours cru être meilleur que moi, murmura-t-elle en tendant la main vers la porte de la stalle. Regardez-vous maintenant. Elle la claqua et la verrouilla de l'extérieur grâce au verrou de secours encastré dans le laiton antique. Suzanne poussa faiblement la porte de l'intérieur, essayant de se lever, mais la douleur dans son bas-ventre la lancinait avec une intensité alarmante. « Benita, s'il te plaît. » Elle gémit, « Je suis enceinte. » Ce dernier mot resta coincé dans sa gorge, étranglé par la peur. Mais Benita ne broncha pas. Sa main tremblait légèrement sur la porte, mais sa fierté ne la laissait pas vaciller. « Alors tu auras de la compagnie pendant que tu croupiras ici, lança-t-elle. Voyons si la sécurité du président se préoccupe suffisamment de vous pour vous chercher. » Elle s'éloigna des toilettes, lissa sa robe, se remit du rouge à lèvres et s'adapta comme si de rien n'était. Sans un regard, elle sortit des toilettes, laissant la lourde porte se sceller derrière elle dans un sifflement. Dans la cabine, Suzanne se redressa lentement, une main tremblante tenant le rebord du réservoir, l'autre soutenant son ventre. La douleur était réelle, vive, insistante. La panique envahit sa poitrine. Elle était enfermée. Personne ne savait qu'elle était là. Sa respiration était devenue saccadée. Elle essaya d'appeler, mais sa voix parvint à peine à franchir l'épaisse porte de bois. Elle fouilla dans sa pochette, mais dans la lutte, elle était tombée et avait glissé hors de portée sous la cloison de la cabine. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle fixait le carrelage, le sang qui commençait à tacher sa robe, le cadenas en or poli qui la séparait de la sécurité. Seule, effrayée et souffrante, Suzanne appuya son front contre le mur froid et murmura une prière, non pas pour se venger, mais pour être secourue. Elle ignorait encore que le prochain chapitre de son histoire allait bouleverser la villa. Kingsley scrutait discrètement la salle de bal depuis plusieurs minutes. Il lui avait suffi d'un regard détourné de Suzanne pour la perdre de vue. Au début, il ne s'était pas affolé. Suzanne s'excusait souvent discrètement ou sortait prendre l'air. Mais alors que les minutes approchaient de la demi-heure, l'inquiétude commença à s'installer. Il s'excusa auprès de l'ambassadeur avec lequel il parlait et fit discrètement signe à son chef de la sécurité. « Trouvez ma femme » murmura-t-il. Elle n'a rien dit à personne et son absence était trop longue. L'agent acquiesça et envoya 3 gardes fouiller discrètement les ailes supérieures et latérales de la villa. Kingsley essaya de garder son calme, mais quelque chose le rongeait, un malaise grandissant qu'il ne parvenait pas à expliquer. Suzanne n'était pas du genre à disparaître sans un mot. Elle savait combien cette soirée était importante. Il jeta un dernier coup d'œil à travers la pièce et aperçut Benita qui rejoignait Joshua, le visage rouge mais affichant un léger sourire. Quelque chose dans sa posture le gênait. Pendant ce temps, dans les toilettes, Suzanne s'était affaiblie. Sa tête reposait contre le carrelage froid du mur, son souffle était court et sa robe était trempée de sang. Chaque mouvement lui causait une douleur intense dans le bas du corps, mais elle refusait de sombrer dans l'inconscience. Elle devait rester éveillée. Elle devait rester en vie, pour son bébé, pour la vie qu'elle s'était battue pour reconstruire. Elle essaya de nouveau de crier, mais sa voix était trop faible pour traverser les épaisses portes des toilettes et le couloir insonorisé. Sa main se tendit à nouveau vers la poignée sous la cloison, ses doigts l'effleurant sans pouvoir la saisir. Sa vision se brouilla. Les larmes lui piquaient les yeux, non seulement de douleur, mais aussi du désespoir de la trahison. Elle avait pardonné à Benita, ou du moins avait essayé. Et maintenant, elle avait l'impression que son pire cauchemar se reproduisait. Elle avait été abandonnée, enfermée, réduite au silence. C'est le désespoir qui poussa finalement Kingsley à quitter la salle de bal. Il traversa le couloir qui menait à la salle de banquet, flanqué de 2 agents de sécurité, scrutant chaque porte. Vérifiez chaque chambre d'amis, chaque couloir, chaque cage d'escalier, ordonna-t-il. Mais quelque chose en lui disait d'aller voir les toilettes. Arrivé au bout du couloir, il s'arrêta. Un éclair d'instinct le poussa vers les toilettes des femmes. Il poussa doucement la porte. Au début, il y eut un silence, rien d'anormal. Puis, un léger bruit, un souffle étouffé. Il le suivit, le cœur battant. Arrivé à la dernière cabine, il fit bouger la porte. Il n'a pas bougé. « Suzanne » a-t-il appelé. Il n'y a pas eu de réponse. Puis, un léger gémissement. « Suzanne, es-tu là » Sa voix se brisa. « Ouvre la porte. » La panique s'installa. Il recula et donna un violent coup de pied. Le loquet claqua. La porte s'ouvrit brusquement et ce qu'il vit lui fit fléchir les genoux.
Suzanne était recroquevillée sur le sol, sa robe trempée de rouge, les yeux entr'ouverts, les lèvres à peine mobiles. À l'aide! Rudgick Kingsley. Au secours! Médecin! Sa voix résonna dans le couloir. En quelques secondes, le chaos s'installa. Le personnel se précipita, les radios de sécurité hurlèrent et une équipe médicale se précipita. Kingsley prit Suzanne dans ses bras, la serrant comme si elle était en verre. « Reste avec moi » murmura-t-il en pressant sa joue contre son front. « S'il te plaît, mon amour. S'il vous plaît. » Tandis que les médecins l'emmenaient, il se tenait dans le couloir, tremblant, non pas de peur, mais de fureur. Quelqu'un avait fait ça. Quelqu'un dans cette même pièce. Et une fois qu'il l'aurait découvert, la villa ne résonnerait pas seulement de musique, elle résonnerait de justice. L'aile des urgences de l'hôpital présidentiel Villa était une tempête contrôlée de mouvements et d'urgences. Alors que Suzanne était transportée, sa blouse était trempée de sang, tachant les draps blancs sous elle. Kingsley la suivait de près, les mains tremblantes mais le visage glacé de fureur. Les médecins s'activaient rapidement, criant des instructions, insérant 4 lignes, branchant des moniteurs. Kingsley fut contraint d'attendre devant la salle d'opération, arpentant la pièce comme un lion en cage. Chaque seconde lui semblait une éternité. Sa femme, celle qui avait survécu au chagrin, à la trahison et à l'abandon, luttait désormais pour sa vie, et pour la vie de leur enfant. Lorsque la chirurgienne en chef est sortie, 2 heures plus tard, son visage était grave. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions », a-t-elle dit doucement. « Nous avons réussi à la stabiliser. Mais elle a perdu un bébé. » Ces mots frappèrent Kingsley comme une balle. Il s'appuya contre le mur, les yeux fermés, la mâchoire serrée. « Qui a fait ça ?» murmura-t-il. « Je veux des noms. » De retour dans la salle de bal, Benita rit avec Joshua comme si de rien n'était. Elle fit teinter son verre contre le sien, savourant l'éclat du moment, fière d'avoir fait taire Suzanne une fois de plus. Dans son esprit, Suzanne avait probablement fui, humiliée ou effrayée, incapable de supporter la présence de Benita. Elle était certaine que personne ne la chercherait, et même si c'était le cas, il serait trop tard. Mais sa suffisance commença à s'estomper lorsqu'un silence s'abattit sur le couloir. Les portes du fond s'ouvrirent brusquement et le président Kingsley Donald entra, ni serein ni présidentiel, mais furieux. Son visage était en feu, et sa voix, autrefois calme et posée, résonna dans la salle de bal. « Le gala est terminé » cria-t-il. Gist resta figé sur place, surpris. « Quelqu'un a agressé ma femme, la mère de mon enfant Annette, et la laissa en sang dans des toilettes fermées à clé. » Un halètement parcourut la pièce, suivi de murmures confus. « Femme? Enfant à naître ?» Le verre de vin de Benita lui glissa des doigts et se brisa au sol. Le monde bascula. Elle se mit à transpirer, ses yeux s'agitant furtivement. Joshua recula d'un pas, le visage vidé de toute couleur. « Femme? Chucho de Benita. » Sa femme? Elle l'ignorait. Elle avait enfermé la première dame du pays dans une salle de bain pour qu'elle se vide de son sang seul. Les yeux de Kingsley scrutèrent la pièce avec une précision mortelle jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. « Benita, » dit-il d'une voix basse, mais mortelle. « Avancez. Les gardes l'ont encerclée avant qu'elle ne puisse s'enfuir. Vous avez agressé et mis en danger la vie de l'épouse du président, a-t-il poursuivi. Tu seras arrêté et accusé de tentative de meurtre et de la mort de notre enfant. » Benita tomba, à genoux, tremblante. « Je l'ignorais. Je ne savais pas qu'elle était là. » Tu t'en fichais de qui elle était, coupa Kingsley. Mais maintenant, tu te souviendras de son nom toute ta vie. La foule s'écarta tandis que la sécurité l'escortait dehors. Silencieux, honteux, Joshua resta figé, regardant son passé se détruire sous ses yeux. La nouvelle de l'incident du gala se répandit dans tout le pays comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, tous les gros titres de la presse clamaient le même message. La première dame agressée lors d'un gala d'État. L'épouse du président perd son enfant après une agression aux toilettes. L'arrestation de Benita Okafor a été un véritable choc. Les réseaux sociaux ont explosé. Le nom de Suzanne est devenu tendance pendant des jours, non seulement comme victime, mais aussi comme symbole de résilience. Les gens ont reconstitué l'histoire. La femme de ménage devenue première dame, la trahison, le mariage secret, et maintenant la perte horrible. Les citoyens ont allumé des bougies devant les hôpitaux, ont inondé le fonds de soutien à Suzanne de dons et ont envoyé des milliers de lettres manuscrites. Mais à l'intérieur de la villa,
Suzanne gisait silencieusement dans sa salle de réveil, les yeux creux, le corps affaibli. Kingsley ne la quittait jamais. Il lui tenait la main toute la nuit, l'embrassait sur le front chaque matin et lui murmurait des promesses auxquelles elle était trop fatiguée pour répondre. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis son réveil. Son silence était pesant, sacré, comme un deuil en marche. Pendant ce temps, l'arrestation de Benita ébranlait l'élite. Personne ne s'attendait à ce qu'elle tombe en disgrâce aussi violemment. Son procès fut accéléré grâce à l'indignation nationale et à la pression présidentielle. La vidéosurveillance, les témoignages des membres du personnel et les rapports médicaux scellèrent son sort. Elle a tenté de plaider l'ignorance, de demander grâce, de s'excuser publiquement, mais il était trop tard. Le tribunal l'a reconnue coupable de tentative de meurtre et d'homicide involontaire. La perte de l'enfant à naître a alourdi l'accusation. Elle fut condamnée à la prison à vie. Les caméras captèrent l'instant où elle fut emmenée menottée, son visage autrefois glamour réduit à l'état de larmes. Celle-là même qui avait souri à la première dame en la trompant criait maintenant de désespoir, mais plus personne ne l'écoutait. Pas même Joshua. Joshua, désormais seul et déshonoré, tenta de sauver sa réputation. Il publia des déclarations dénonçant les agissements de Benita, affirmant n'avoir eu aucune connaissance du plan. Mais le public n'a pas prêté attention à ses excuses. Des vidéos ont fait surface montrant des moments passés où il avait humilié Suzanne, l'avait congédiée et avait ouvertement félicité Benita. Ces entreprises ont commencé à se retirer. Les soutiens ont disparu. Les invitations se sont taries. Il était un paria, intouchable au pire. Un matin, il se tenait devant les grilles de la villa présidentielle, des fleurs à la main, attendant. Esperant. La sécurité prévint Kingsley, qui refusa de le rencontrer. Mais Suzanne, qui l'observait depuis la fenêtre de l'étage, ne dit qu'un mot. Laissez-le entrer. Elle le retrouva sur le perron, vêtu de blanc, le regard calme et distant. Joshua s'agenouilla à ses pieds, en pleurs. « Pardonne-moi, murmura-t-il. S'il te plaît. J'ai tout perdu. » Suzanne le regarda, sans haine dans la voix, juste la certitude. « Tu m'as perdu » dit-elle doucement. Et c'était tout. Elle se retourna sans un mot et rentra, refermant une dernière fois la porte sur son passé. Les grilles de fer du Centre correctionnel fédéral pour femmes claquèrent derrière Benita avec une force plus profonde que n'importe quelle peine de prison. Fini les robes de créateurs, les invitations de gala, les séances photos et les fêtes rythmées par le bruit des verres. À leur place se trouvaient des uniformes gris, des lits superposés métalliques et une plaque avec son numéro de détenu. Elle n'était plus que l'ombre de la femme qui autrefois se nourrissait de la souffrance des autres. Ses compagnes de cellule se moquaient bien de qui elle était. Les gardes ne lui témoignèrent aucune faveur. Les murs, hauts et sans fin, devinrent des miroirs reflétant tous ses choix. Les murmures la hantaient la nuit. Vous avez enfermé la première dame dans les toilettes. Vous avez tué le fils du président. Elle ne pouvait dormir sans entendre la voix de Suzanne, le doux halètement choqué provenant des toilettes, résonnait en boucle dans son esprit comme une berceuse maudite. Chaque jour en prison s'écoulait lentement, cruellement, comme si le temps la punissait plus que le tribunal. Elle n'avait plus la présence réconfortante de Joshua, ni même ses excuses. Dès l'annonce du verdict, il avait complètement coupé les ponts. Son nom avait été effacé des cercles sociaux et des relations professionnelles comme une tâche que personne ne voulait toucher. Sa mère, trop humiliée pour se présenter au tribunal, lui avait envoyé une lettre amère. « Tu as fait ton lit. Maintenant pourris-le. » Benita lisait cette lettre tous les soirs, la pliant et la dépliant, les doigts tremblants. Elle murmurait le nom de Suzanne, non plus par moquerie, mais par incrédulité. Comment cette fille, celle qu'elle humiliait, raillait, poussait dans ses retranchements, avait-elle pu devenir si intouchable? Cela n'avait aucun sens pour elle. Ou peut-être si, et la vérité était tout simplement trop douloureuse à affronter. Suzanne avait toujours été bien plus que ce qu'elle se permettait de voir. Entre-temps, elle avait commencé à guérir. Si la douleur physique s'était atténuée, la cicatrice émotionnelle de la perte de son enfant à naître restait vive. Kingsley ne la quittait jamais, s'occupant d'elle avec une dévotion qui stupéfiait même ses plus proches collaborateurs. Il s'asseyait souvent à sa fenêtre en silence, la main posée sur la sienne, leur communication s'effectuant dans la douce compréhension entre deux âmes profondément liées. Un soir, il lui apporta un cadeau, un petit médaillon gravé du prénom qu'ils avaient choisi pour leur bébé.
Grâce. Suzanne pleurait, et Kingsley aussi. Elle existait, dit-il doucement. Même si ce n'était que pour un instant, elle a tout changé. Ce geste a marqué un tournant dans le rétablissement de Suzanne. Si elle avait perdu quelque chose d'irremplaçable, elle avait aussi gagné le cœur d'une nation et un mari qui la considérait non seulement comme une partenaire, mais aussi comme sa force. Le retour de Suzanne dans la vie publique fut mesuré et gracieux. Elle commença à défendre les droits des femmes, lançant des initiatives pour soutenir les mères abandonnées, les survivantes de violences conjugales et les femmes des zones rurales. Son histoire devint un modèle pour beaucoup de ceux qui pensaient que la survie était impossible. Chaque fois qu'elle prenait la parole, elle s'exprimait avec une force tranquille, n'utilisant jamais son traumatisme pour éprouver de la pitié, mais plutôt pour encourager les autres. Et lorsqu'on l'interrogeait sur Benita lors d'une interview internationale, ses réponses en choquaient plus d'un. Elle était autrefois ma meilleure amie, dit doucement Suzanne. Et puis elle est devenue ma plus grande leçon. Je lui ai pardonné, non pas parce qu'elle me l'a demandé, mais parce que j'ai choisi la paix plutôt que la douleur. Ce moment a fait la une des journaux, laissant le monde sans voix. La première dame était devenue plus qu'une figure emblématique. Elle était désormais un symbole de grâce face aux épreuves. Les années qui suivirent furent à la fois apaisantes et historiques. Sous la direction du président Kingsley, le pays prospéra, mais c'est Suzanne qui devint l'âme de l'administration. Sa compassion, son élégance et sa voix inébranlable transformèrent la perception du leadership par le public. Elle n'était plus perçue comme la jeune femme qui avait épousé le président. Elle était désormais la femme qui se tenait à ses côtés et qui a édifié une nation. Chaque engagement public était accueilli avec acclamation et admiration, en particulier par ceux qui croyaient autrefois ne pas avoir voix au chapitre. L'histoire de Suzanne a dépassé les frontières. Des dirigeants étrangers l'invitaient à des conférences, des ONG recherchaient son partenariat et des jeunes femmes lui écrivaient des lettres la proclamant héroïne. Malgré tout, Suzanne est restée humble. Elle disait souvent que le pouvoir ne change pas qui on est. Cela révèle ce que la douleur a tenté d'enfouir. Joshua a observé tout cela de loin. Il avait perdu ses entreprises, vendu ses actifs et disparu de la scène publique. Il vivait tranquillement dans un appartement loué, ombre de l'homme qui autrefois se pavanait avec arrogance. Souvent, il restait seul, à regarder Suzanne à la télévision, incapable de détourner le regard. Le regret n'avait pas de limite temporelle. Elle fleurissait la nuit, s'enfonçait dans sa poitrine comme du ciment au matin. Il repensa au jour où il l'avait traitée d'inutile pour la première fois, la nuit où il s'était moqué d'elle parce qu'elle était pauvre et indigne d'amour. Et maintenant, elle était devenue tout ce qu'il n'aurait jamais pu être, respectée, puissante, chérie. Aucune richesse ne pouvait combler cette distance. Et s'il avait autrefois ri lorsqu'elle pleurait, il pleurait maintenant en silence, implorant un Dieu en qui il ne croyait plus de lui donner une chance de plus d'être digne de son pardon. Benita, condamnée à perpétuité depuis 5 ans, avait vieilli d'esprit. Le feu qui brûlait autrefois de fierté était désormais réduit en cendres. Elle passait ses journées à coudre des uniformes pour d'autres détenus et à écrire dans un journal, déchiré les jours précédant sa chute. Un jour, lors d'une thérapie de groupe, on lui demanda quel était son plus grand regret. Elle marqua une pause, regarda par la fenêtre grillagée et dit, pensant que le silence de Suzanne était une faiblesse. Le silence se fit dans la pièce. C'était la première chose honnête qu'elle disait depuis des années. Elle avait perdu sa liberté, son statut, son avenir, mais surtout, elle avait perdu le privilège d'être proche de quelqu'un d'aussi authentique que Suzanne. Et cette perte, plus que la peine ou les barreaux, était ce qui l'empêchait de dormir. Suzanne ne regardait jamais en arrière. La douleur, la trahison, la porte des toilettes, tout cela faisait désormais partie de son histoire, qu'elle utilisait pour donner du pouvoir aux autres. Elle et Kingsley ont continué à diriger la nation avec unité et vision. Et bien qu'ils n'aient jamais eu d'autres enfants, ils sont devenus parents de milliers d'enfants grâce à leur travail humanitaire. À l'occasion du 5e anniversaire de l'incident du gala, Suzanne est montée sur une estrade pour inaugurer un refuge pour femmes baptisé Grace Haven. Parfois, a-t-elle dit à la foule, il faut être enfermé dans un lieu de souffrance pour prendre conscience de son pouvoir. Le public s'est levé et a applaudi, beaucoup en larmes. La femme autrefois moquée et qualifiée d'inutile n'a pas seulement réécrit son histoire, elle a transformé le monde avec. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire?
Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.